Rémi, tu es l'une des voix du basket et des sports US sur Beansport. On t'écoute et on se délecte de t'écouter et d'écouter tes collègues depuis des années. Mais tu n'es pas seulement qu'une voix, tu es aussi une plume maintenant. Deuxième bouquin, Road Trip NBA, a un petit frère, le guide USA. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu d'abord sur ton parcours avant d'arriver jusqu'au livre. Okay. Tu parlais justement de tes attaches avec les États-Unis et notamment avec la côte ouest des États-Unis, parce que tu y as vécu du côté de Los Angeles. Ouais. On peut le dire. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu es français, tu parles français, comment tu as transité vers les États-Unis? Je suis même bien français, hein. Rémi Reverchon, tu vois, ça sonne bien français, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Écoute, moi, c'est un amour qui s'est développé par le basket, évidemment. Ouais. J'ai grandi du côté de La Rochelle, j'ai joué au basket là-bas. À l'époque où je fais Minime France, Cadet France, quand je suis en Cadet France, il y a un joueur de l'équipe de N2 dont je fais les entraînements qui arrive des États-Unis. Il arrivait de NCAA vers Memphis. Enfin bref, c'était un mec, moi, il me faisait rêver, il me racontait ses aventures et tout. Wade Evans, il s'appelait ce gars-là. Okay. Et du coup, je suivais un peu sa vie, il me racontait, je lui disais, mais raconte-moi la NCAA, comment ça marche et tout, ça me rendait ouf. Donc j'étais dingue de ce pays. Depuis tout jeune, je voulais m'acheter mes petites paires de chaussures dès que je pouvais. Ça coûtait cher à l'époque, c'était compliqué, mais bon, je me démerdais. Je merdais mes parents avec ça constamment et tout. Donc voilà, je développe cet amour pour le pays. Et mon premier contact, la première chance que j'ai, c'est que je fais une école de journalisme à Tours qui me permet, sur ma dernière année, de partir par échange dans le Colorado. Et je me retrouve dans une petite fac au fin fond du Colorado, une fac qui s'appelle la University of Northern Colorado, dont personne n'a jamais entendu parler. C'est une D1 NCAA, mais toute petite. Et je passe un an sur le campus ricain. Et là, je découvre cette vie fantastique. Je vis dans une maison avec 4 ricains. On fait la fête tout le temps, on va un petit peu en cours. Je me retrouve à écrire pour le journal de la fac. Je vais au basket dans la salle de sport qui est ouvert H24 tous les jours. Monde incroyable, quoi. Incroyable. Tu vois, je découvre cette vie là de campus ricain, les grandes allées, l'herbe partout, les grands bâtiments en briques magnifiques et tout. Et je tombe amoureux. Voilà, je tombe amoureux de ce pays. Et des Denver Broncos aussi. Et des Denver Broncos du coup, parce que je me retrouve dans l'état des Broncos. Et je vais voir mes premiers matchs NBA chez les Nuggets, ce qui était à l'époque le Pepsi Center, qui est la Ball Arena d'aujourd'hui. Et donc voilà, je tombe amoureux de ce pays. Je kiffe tout ce qu'il est capable de faire dans le bien comme dans le moins bien, sa culture du sport, la façon chill des gens de vivre, ses grands espaces. C'est un pays qui a des grands espaces dans le Colorado magnifiques, vraiment splendides. Et puis j'ai repassé 3 ans par la suite pour le boulot à Los Angeles. Et puis depuis 10 ans sur Bean, j'y retourne 2-3 fois par an pour le boulot. Et voilà, j'ai développé un lien fort avec ce pays. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Via ton métier, via tes expériences donc humaines et de terrain, tu as voulu documenter du coup tes divers passages aux États-Unis. On parle de ce livre-là, mais donc c'est le petit frère d'un premier livre qui s'appelle Road Trip NBA, qui a été vendu quand même à 25 000 exemplaires. Comment est venue l'idée justement de documenter tes expériences américaines, et puis pour nous qui sommes un peu aussi journalistes, comment la structure de ce projet est née? Alors le premier bouquin, donc c'était un bouquin dans lequel en fait j'ai choisi de pitcher cette idée à mon éditeur qui s'appelle Amphora, de raconter le basket différemment. Je voulais pas être le millième bouquin de basket qui raconte l'histoire du basket ou d'un joueur ou voilà, d'une équipe. Et donc moi ce que j'aime c'est le pays. J'aime sa culture, j'aime sa musique, j'aime sa bouffe, j'aime son sport, j'aime tout ça. Et donc je me suis dit, je vais raconter ville par ville, ça va être ça mon concept, ce qu'on vit dans chaque ville. Okay. Quand tu vas à Memphis, quand tu vas à Denver, quand tu vas à Minneapolis, l'idole là-bas, c'est Prince. Tu vas écouter du Prince. Quand tu vas à Dallas, tu vas bouffer du barbecue. Quand tu vas à Los Angeles, tu vas écouter Dr. Dre en allant à Venice Beach, tu vois. Okay. Et j'ai décidé de raconter tout ça en prenant bien sûr comme point d'ancrage les clubs de basket. Donc c'est toutes les villes de basket. Et dans celui-là, le deuxième, le guide USA, là que tu as entre les mains, la deuxième version, c'est un vrai guide de voyage dans lequel je mets toutes mes adresses, mes bons plans, les restos, où s'acheter sa paire de sneakers, quel sport voir aussi, parce que le basket, on connaît. Tu vas à Miami, tu vas voir le Heat, c'est très bien. Mais tu vas peut-être avoir envie d'aller voir les Hurricanes en NCAA qui ont une fac incroyable aussi, tu vois. Donc voilà, je donne tous mes bons plans comme ça. Petite question pour Rémi, peut-être? Oui, alors est-ce que tu confirmes, comme certains journalistes sportifs le disent, qui écrivent des bouquins, que ça ne rend pas millionnaire finalement d'écrire des livres? Ah oui. Alors j'ai découvert avec une profonde tristesse que tu avais beau faire un carton et vendre beaucoup de bouquins, que ça te rapporte pas grand-chose en fait. Et donc chapeau aux Marc Lévy et compagnie qui arrivent à faire beaucoup d'argent avec les bouquins parce que c'est pas facile. Je pense que c'est comme toutes les échelles, proportion gardée évidemment, mais c'est comme dans le milieu de la musique je crois en fait. À moins d'être
Orelsan ou Maître Gims et de streamer des millions de titres, c'est dur d'en vivre. Et ben dans le bouquin, je me rends compte que si vous voulez faire fortune, c'est pas le meilleur domaine dans lequel se diriger. Ouais. C'est avant tout C'est une passion, fortune quoi. intérieure, c'est une richesse c'est beau. intérieure, Ouais, bien évidemment. sûr. Que tu restitues du coup à travers ton ouvrage. Bah, l'idée, c'est de partager ça. En fait, j'ai écrit le guide que j'aurais aimé avoir. Tu sais, premier gros voyage que je fais aux States avec des potes, j'ai 19 ans et on part en Floride. On était 4 débiles, on connaissait rien au pays. On s'est dit, on va aller à Miami. Tu sais, Miami, ça nous est rêvé et tout. Et on s'est retrouvés dans ce pays à faire n'importe quoi, aller dans les magasins. C'était génial, un super souvenir. Mais j'aurais peut-être aimé être guidé un petit peu, tu vois. Un peu plus cadré. Ouais. Et donc voilà, là, Trouver les bonnes adresses. si vous partez aux États-Unis, voilà, ça doit devenir votre Bible. C'est ça l'idée, quoi. Les Lakers, Ouais. Los Angeles, La cette passion. ville qui t'est chère. Bah, j'y ai vécu 3 ans. Ça crée des liens, ouais. Dis-nous tout un peu cette expérience et surtout comment tu arrives à ancrer un petit peu les Lakers dans cette ville qui a les Chargers de Los Angeles avec elle et qui a aussi les Dodgers quand même. Et puis bien sûr les Clippers. Alors, moi, donc, j'ai passé 3 ans là-bas, 2009-2012 pour le boulot. Ouais. J'étais correspondant de Canal+. À l'époque, il y avait la NBA, de BFM TV pour les news. Enfin, je faisais plein de trucs. Ok. Et je me retrouve donc à couvrir les Lakers, les Clippers au quotidien, quoi. Une chance incroyable, tu vois. Je me retrouve à aller ce qui était le Staples Center à l'époque, à être assis sur le parquet avec les photographes, avec toutes les restas que vous voyez du Staples Center, avec Jack Nicholson à 3 mètres, avec Jay-Z et Beyoncé juste là, avec Léo DiCaprio juste derrière moi. Enfin, c'était incroyable. T'imagines l'expérience folle que j'ai vécue, quoi. Et avec surtout Kobe en train de jouer devant moi. Donc, expérience mémorable. Los Angeles, c'est Lakers Town. C'est Lakers Town. Pas de Dodgers. Il y a les Dodgers qui ont une influence forte quand même parce que le baseball, mais c'est un sport d'été mais qui est fort. Mais le foot US vient de revenir très récemment avec 2 équipes, avec les Rams et les Chargers. Donc la fanbase n'est pas encore implantée. Les Clippers, on peut dire ce qu'on veut, ils ont du mal à se développer leur fanbase et Los Angeles reste Lakers Town. C'est la ville des Lakers. Le Showtime, Magic, à l'époque Karim, les années 80, Jerry Buss qui ont fait renaître cette franchise là-bas et tout. Ça a marqué tellement cette ville que je t'assure, quand tu te balades dans la ville, tu vois partout aux fenêtres des drapeaux des Lakers et compagnie. Même moi, dans les dernières années, là, quand ils étaient catastrophiques, qu'ils ne faisaient pas les playoffs, les années post-Kobe et tout ça, C'était toujours la hype des Lakers dans Los Angeles. ça a toujours coûté plus cher d'aller voir un match des Lakers que des Clippers. Bon, vois ça explique un petit peu tout ça. Alors voilà. Justement, tu me parlais de la période un petit peu Shaq, Kobe, voire même le Showtime avec Magic. Quelle période des Lakers t'as préférée pour le coup? Est-ce que tu es celle de Karim Magic, donc le Showtime? Est-ce que tu es Kobe, Shaq, le three-peat là, dans les années 2000, début des années 2000? Ou est-ce que tu es Kobe et Pau Gasol, pardon, en fin de carrière de Kobe? Alors, Magic, Karim, Showtime, je suis trop jeune. Moi, je suis dans 85, je ne l'ai pas vécu. Okay. Même si j'ai revu des trucs fantastiques, je ne l'ai pas vécu en live. Okay. Je découvre le basket, je disais tout à l'heure à Paul, en 96, 17, 18. Je tombe amoureux de 3 joueurs. Allen Iverson, rien à voir avec les Lakers, Kobe et Shaq. Donc tu vois déjà, il y a cette période forte. Et donc moi, c'est le moment où ça me fait le plus kiffer. J'ai beau avoir vécu en live la partie Kobe-Pau. Je crois que moi, l'équipe qui m'a construit en termes d'amour basket, c'est le three-peat des Lakers des débuts des années 2000. 2000, oui. Mark Madsen. Ouais, Mad Dog qui était là. Non, mais il y avait tellement de monde là-dedans. Robert Torrey, Derek Fisher, Devin George, tous ces mecs-là, moi, c'est des souvenirs fous, quoi. Devin George. Le fan des Lakers partage un peu la vie de... Tout à fait. Alors moi, je suis un peu plus âgé, donc c'était plutôt la période d'avant. Comme je disais, c'est Magic qui m'a fait aimer le basket. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé l'époque de Nick Van Exel et Dee Jones. Nick Van Exel. Voilà, les vaches maigres un peu pour les Angelenos de l'époque. Mais évidemment, c'est la plus belle franchise. Tu me le disais aussi, je crois, tout à l'heure, de la NBA. Non, c'est pas ça que tu... Non, d'accord. Non. Donc, une franchise habillée en vert. Ah oui, d'accord. Donc oui, et puis comme on disait aussi, on espère que ça va se poursuivre et on rêve tous d'une revanche, d'une finale encore, une énième finale Lakers-Celtics, pourquoi pas, mais bon. Cette année-là, ce serait beau. Hein. Le guide USA aux éditions Amphora commence par une map et pas mal d'éléments liés aux Celtics. Eh ben alors, c'est un road trip géographique. Et donc, comme tous les enfants qui gardent le dessert pour la fin, je me suis gardé Los Angeles pour la fin. Du coup, tu prends la carte des États-Unis, tu commences au nord-est à Boston, tu fais le tour du pays et tu finis à Los Angeles. Donc oui, ça commence à Boston. Bizarre pour un Angelino, je sais, mais c'est comme ça. Tu disais que tu avais donc été proche du terrain, échangé aussi avec des locaux, avec des joueurs qui étaient passés dans certaines villes. Quand tu as voulu justement rassembler un petit peu tout ça, tu avais aussi pris des notes à chaque fois que tu allais sur le terrain. On sait que tu fais beaucoup
beaucoup de finales NBA, etc. Comment tu as pu un peu ramener toute la source de tes informations dans un même livre? Gros boulot, gros travail de mémoire, de retravailler sur mes souvenirs, de plonger dans mes albums photos, c'est con à dire, mais ça rappelle plein de souvenirs et c'était sympa à faire, tu vois, mais ça prend du temps. Et puis surtout pour chaque ville, comme je m'estimais pas compétent sur toutes les villes, eh ben j'ai un témoin, ce que j'appelle un témoin, qui est un joueur NBA, un artiste, un journaliste. J'ai eu des mecs, j'ai eu Terrell Owens, une star de la NFL, qui me raconte Philadelphie, qui a vécu quelque part et qui me raconte sa ville. Ça me semblait plus légitime. Sur cette nouvelle édition où j'ai rajouté Las Vegas, par exemple, qui est une potentielle future ville NBA, et ben j'ai parlé avec Chelsea Gray, qui est la star des Aces en WNBA, qui était MVP des Finals WNBA l'été dernier. Adorable, elle m'a donné ses adresses. Moi, je vais bouffer dans tel resto. Quand je veux célébrer, je vais là. Avec ma femme, on va là à tel resto quand on veut être tranquille le week-end. Enfin voilà, du coup, j'ai ces adresses-là. D'accord, ok. Oui, parce que ça donne envie de voyager, mais ça donne envie de manger. Surtout, C'est le problème. Alors, je suis désolé, je prends pas soin de votre cholestérol. Le summer body, je suis pas responsable, les gars. Non. Non. Pourtant, fan de CrossFit. Oui, mais parce que j'aime tant manger. Je me dis que si je fais pas de crossfit à côté, ça va être une catastrophe. Donc voilà. Bon, allez, encore quelques questions avec toi et une question un peu liée à un événement tragique, le décès de Kobe Bryant. Yes. On se souvient de toi, justement, à l'antenne, quand tu apprends la nouvelle et que tu nous la restitues. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai appris. Je ne sais pas si c'est agréable de te replonger dans ce moment-là de ta carrière, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu sommairement comment l'info arrive et comment tu arrives à l'ingérer, à la restituer face à nous? Alors c'est un moment marquant, peut-être le moment le plus marquant de ma carrière pro. En fait, moi le truc, pour les gens qui ne savent pas, je présente une émission qui s'appelle le Sunday Night Live, qui est le dimanche soir à 21h, tous les dimanches soirs à 21h. Et donc là, on est si je ne dis pas de conneries, le 24 janvier 2020, c'est juste avant le Covid. Juste avant le Covid. C'est ça. Il y a le match NBA à Paris, le Bucks Hornets. Oui. C'est notre grand événement de l'année à Bein, on avait une grosse pression là-dessus. Le match se passe, on fait, je pense, une belle antenne, ça se passe bien, on sort du truc, on souffle tous un peu, toute l'équipe. Tu vois. Arrive le dimanche, on se dit, ça va être une émission un peu à la cool. On faisait émission autour de je sais plus quel match, on avait prévu des reportages, on faisait un retour sur le match du week-end, etc. Tout va bien. Antenne à 21h, il est 20h45, juste avant l'antenne. Et comme on fait en télé, je suis en cabine de maquillage, là, je suis en train de me faire maquiller pour l'antenne. Et c'est là que j'apprends la news, moi. Comme tout le monde, sur mon téléphone, Twitter qui prend feu, et je vois passer le truc, comme tout le monde au début, j'y crois pas, je dis mais c'est quoi cette connerie et tout. Tu vois, la première phase du deuil, le déni, quoi. Mais non, mais c'est un fake, ça marche pas. Puis bon, les infos se confirment et on apprend que Kobe Bryant est bien décédé. Et à partir de là, tout va très vite, parce qu'un quart d'heure après, on est à l'antenne. Parce que moi, on a beau être journaliste et tout, en bon fan ou être humain comme tu veux, je m'effondre un peu de mon côté. Et c'est Xavier Vaution, qui est le responsable basket à Bein, qui m'écrit, qui me dit est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce qu'on fait l'émission, tu vois? Et il me donne le choix, ce qui est plutôt digne de sa part. Et moi, je suis en pleurs comme une merde à ce moment-là. Et je me dis, oui, il faut le faire, de toute façon, on y va, tu vois. Et donc, on prend l'antenne. Et donc, j'étais avec Xav, Chris Singleton et Eric Mikou, qui sont dans le canapé avec moi, qui présentent. Et je me souviens de ce moment, on prend l'antenne, il est 21h, et on décide de tout casser, le conduct. Là, tout ce qu'on avait fait, on le met à la poubelle. Et on prend l'antenne et je me souviens de dire bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission. Et on est le dimanche 26 janvier, si je dis pas de conneries, 2020. Et on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Sachez que Kobe Bryant est décédé dans un accident tragique. Et là, je me souviens que ma voix déraille et je peux plus. Et je dis Xav, et il est bon Xav, il prend la main, il prend la suite, tu vois, il commence à enchaîner. Parce que moi là, tu vois, j'ai des c'est moments forts quoi. Mais après, on a gardé l'antenne pendant 3 heures et il y a plein de gens comme toi qui sont venus nous voir et il y a des gens qui m'ont écrit après qui m'ont dit c'est cool parce qu'au moins ce soir-là, on se sentait un peu moins seul. On sentait qu'on partageait le truc et tout. Ça a réuni un peu la communauté un moment fort, autour de ça. Bon, merci d'avoir compté ça. C'est vrai que ça nous a tous un peu touchés. Ça continue d'ailleurs d'être le cas. On va finir cette interview en revenant un petit peu sur le bouquin. Yes. Donc aux éditions Amphora, le guide USA. Donc c'est déjà disponible, hein, c'est ça? C'est sorti le 20 avril. Sorti exactement le 20 avril, une grosse semaine maintenant. Et voilà, mon deuxième bébé. Ok. Il y a un troisième bébé en cours? Oh non, laissez-moi tranquille. Non, ça demande. C'est une telle charge de taf, en vrai. Ouais. Bon, je disais ça après le premier aussi. Je disais, non, c'est mort, laissez-moi tranquille. Puis 6 mois après, j'en ai créé un deuxième. Donc on verra. Dans 6 mois, je vous raconterai que j'en ai créé un troisième. Mais non, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, profitons de celui-là et puis on verra peut-être ensuite. Voilà, je le montre à l'antenne.